Nouvelles de Anouk Langanais, issues du recueil Vive la Commune. Sans nouvelles de la Commune. Anti-nouvelles. Le soleil se lèvera bientôt sur la capitale où tu es né, et où tu ne vis plus. 150 ans plus tôt, aurais-tu choisi de quitter cette ville ? Aurais-tu reçu de loin ses appels à l'aide et l'écho de sa souffrance ? Par un ballon postal ou un pigeon peut-être ? Sans doute y serais-tu resté. Et dans ce cas, qu'aurais-tu fait ? Qui aurais-tu été ? Tu renonces à trouver le sommeil qui te fuit. C'est une de ces nuits à fantômes. Et tu pars rôder dans Paris. Sur le coin d'un comptoir de zinc à l'odeur de désinfectant, tu trouves à te faire servir un expresso et un croissant moelleux. Sous la Commune, à compter du 3 mai 1871, par l'arrêté 222, fut interdit aux boulangers de travailler de nuit. Dis, toi qui goinfres ton croissant, qu'en aurais-tu pensé ? Aurais-tu salué un progrès social ? Ou plutôt fait la gueule, en attendant tes 300 grammes quotidiens de pain noir ? Et aujourd'hui, qu'en penserais-tu ? Tu reprends la route le ventre plein. Aurais-tu eu souvent cette chance, pendant le blocus ? Qu'aurais-tu été prête à faire pour apaiser ta faim ? Aurais-tu tenté de récupérer à la porte de Flandre un dindon passé sous la jupe d'une maraudeuse ? Te serais-tu contenté de vivre disponible ? Aurais-tu acheté un rat à 3 francs ? De la galantine de cheval à 8 ? Un consommé en boîte à base de colle de peau. Un merle chante dans le square qui jouxte la demeure de feu Adolphe Thiers, détruite pendant le siège, puis reconstruite. Elle abrite la Fondation Thiers et sa remarquable bibliothèque, dont s'échappent la plupart des revenants qui te hantent ce matin. La maison fut achetée par Adolphe, alors avocat au barreau de Paris, à la mère de la petite Élisa, qui avait 15 ans lors de leurs noces. Pauvre petite fille riche qui allait voir son nom taché de tout ce sang. Qui sait ce qu'Élisa Thiers a pensé de la Commune ? Peut-être a-t-elle tremblé de voir son époux signer de tels ordres. Peut-être s'est-elle juste désolée pour sa jolie maison. Est-ce qu'à sa place, dans de telles circonstances, ton rang t'aurait tenu lieu d'opinion ? Est-ce que ta naissance puis ton mariage auraient décidé de tout ? En aurais-tu souffert ? Ou te serais-tu félicité comme certaine de ne pas avoir à te salir avec cette vilaine politique ? Je l'ai dit et redit avec béatitude tout le long de ma vie. Quel bonheur de n'être rien, c'est-à-dire de n'être que femme, de pouvoir, comme les enfants traités sans conséquence, penser tout et le penser tout haut, ignorer tout et porter sans contradiction sa robe d'ignorance. Quel bonheur de n'avoir rien à démêler avec le gouvernement du pays, ce difficile, si difficile maniement des esprits, avec les lanternes magiques des honneurs et de la politique. Ainsi s'exprimait dans les tablettes d'une femme pendant la Commune la citoyenne Blanche-Côte, qui prétendait écrire un livre neutre au son des mitrailleuses. Drôle de neutralité en vérité, l'un des textes anticommunards les plus virulents que tu auras lus. Tu ne prétends pas être neutre, mais tu ne te sens pas pour autant le droit d'écrire n'importe quoi sur la Commune. Tu es revenu à Paris pour te documenter, tu projetais l'écriture d'une nouvelle noire. Tu recherchais dans les archives un fait divers, un destin remarquable, quelque chose de délicieusement humain que tu aurais pu conter de manière poignante. Tu visais un récit teinté de naturalisme, ponctué de petits faits vrais et relevé de traits d'esprit. Tu étais fier qu'on te demande d'écrire sur la Commune. À ce nom, tout ce qui coule dans tes veines de méritocratie républicaine n'a fait qu'un tour. Tu as bien fait tes devoirs, va. Tu as épluché des sites, compulsé des ouvrages. Tu as écumé le musée de Saint-Denis et rempli, à la Fondation Thiers, des quantités de petites fiches en Bristol rose. Tu as fait crisser des couvertures anciennes et coupé même les pages d'un livre jamais lu. Certaines reliures de viles factures te sont restées entre les doigts. Mais tu n'as pas écrit de nouvelles. Tu n'as pas su écrire l'histoire de Joséphine Marchais, fille et sœur de Taularde, elle-même condamnée pour vol, qui devint vivandière du bataillon des enfants perdus, fut arrêtée rue Blanche les armes à la main, déportée aux îles du Salut dont elle parvint à s'échapper pour 6 jours de cavale, et dont on ne sait si elle mourut dans une ultime tentative d'évasion ou épousa un gendarme. Tu n'as pas su écrire l'histoire de l'une des 23 femmes déportées dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie, parmi 4230 hommes, ni des 90 épouses de condamnés qui les rejoignirent volontairement. Tu n'as pas su écrire l'histoire du citoyen Regnault, résident rue de Louvois, qui se disait inventeur pillé par le corps des aérostiers et proposa à la délégation scientifique, pour renouveler la poste éolienne, la construction d'un énorme vaisseau aérien, dirigé par 152 bœufs, formant 18 manèges aériens.
Tu n'as pas su écrire l'histoire de Marthe la fossoyeuse. Tu n'as pas su écrire l'histoire de la servante capucine, dénoncée en tant que pétroleuse par sa propre patronne, jalouse que son mari l'ait engrossée de force. Ou pas de force après tout, va savoir. C'est justement le problème. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Qui es-tu pour parler de la commune? Qui aurais-tu été? La voilà la question qui te hante et qui t'empêche d'écrire. Tu songes à une sorte de test, façon magazine féminin. Quelle communarde êtes-vous? Un maximum de réponses A? Bravo, vous êtes une farouche insurgée, anti-autoritaire et internationaliste. Vous avez su tenir une barricade avec élégance et déboulonner la colonne Vendôme sans vous casser un ongle. Après quelques jours passés à moisir sous les voûtes des caves de l'orangerie, le Conseil de guerre vous condamne à être passé par les armes au camp de Satory. Quelque chose te fait dire que certains fantômes le prendraient mal. Certains vivants aussi. Que traiter le sujet par l'ironie pourrait même passer pour du mépris de classe. Sans être fille d'ouvrier, tu ne viens pourtant pas du même milieu que la petite Élisa Thiers. Aurais-tu été révolutionnaire pour autant? Tu sais bien que rien n'est moins sûr. Tu connais le prix de la paix et tu sais jusqu'où mène le sens du devoir. Tu penses à cette petite bonne, près de la place Saint-Michel, qui courait sous la mitraille pour réclamer aux hommes de la troupe un certificat. Ses employeurs lui avaient confié leurs appartements en partant pour Versailles. Et la pauvre gamine, en voyant leur mobilier dévasté par les combats, ne pensait qu'à la colère de sa maîtresse et à sa responsabilité. Est-ce que tu aurais prié comme elle pour le retour à l'ordre, quitte à n'en être que le plus minuscule des rouages? Tu marches vite, sans but avoué. Cette histoire te poursuit. Il y a une brèche dans ta conscience. On dirait que cette nuit, tes fortifications n'étaient pas bien gardées. Tu diriges tes pas vers la Seine. Les rues se remplissent peu à peu d'hommes et de femmes portant des masques sur le visage et tenant leur distance comme ils peuvent, pour éviter une possible contamination. Tu te demandes si ceux qui, au long de la semaine sanglante et de celles qui ont suivi, ont ramassé les cadavres qui jonchaient les rues, pensaient eux aussi à se couvrir le visage. 40 cadavres de gardes nationaux fusillés se trouvent encore dans la piste du cirque Napoléon, recouverts seulement d'une légère couche de sable, note le commissaire spécial de police de l'état-major le 1er juin. Il serait nécessaire de les enlever au plus vite. Est-ce que tu aurais déambulé parmi ces corps en cherchant un frère, un fils, un mari? Est-ce que tu serais juste venu les voir pour que tes yeux confirment la rumeur? Est-ce que tu leur aurais fait les poches ou ôté leurs souliers? Tu traverses le fleuve. La ville est bien réveillée à présent. Sur le parvis de l'église Saint-Germain-des-Prés, une poignée de gens âgés attendent le début de l'office. Aurais-tu cru en Dieu jadis? Aurais-tu attendu de lui, plus que des hommes, ton salut et celui du monde? Face aux provocations de ceux qui proclamaient la fin du règne de ces maudits curés, comment aurais-tu réagi? Peut-être aurais-tu ri aux éclats en les voyant revêtir des habits d'officiants et singer une procession grotesque, à grand renfort de chants paillards et de gestes obscènes. Peut-être, horrifié, aurais-tu baissé vivement les yeux pour fuir l'odieux blasphème. Les pères maristes interdisaient aux Kanaks natifs de l'île des Pins, alias Cugnier, de s'approcher de l'enceinte pénitentiaire où végétaient les communards condamnés à la déportation simple, afin que leur influence pernicieuse ne ruine pas tant d'efforts d'évangélisation. Tu te demandes, en vain, quelle représentation les Cugniers pouvaient bien se faire de la commune, en voyant des Français leur confisquer leur terre natale pour y parquer d'autres Français. Tu longes le boulevard Saint-Michel. La chaleur monte à présent, et tu imagines le quartier livré aux flammes le 23 mai. Monsieur du Sommerard, conservateur des vestiges de Cluny, est dévoré d'angoisse à l'idée de ce qu'il adviendra de ces inestimables collections. Il a déjà cru défaillir lorsqu'elles ont été confiées à la garde des fédérés. Mais il lui a bien fallu convenir que ces garçons n'étaient pas, après tout, de mauvais bougres. Ils ne connaissaient pas leur propre histoire. Mais ils en étaient fiers dans le doute. Ils prenaient très à cœur la tâche de défendre leur patrimoine, puisqu'il était enfin à eux. C'est finalement pour ces jeunes gens que le conservateur aura eu le plus peur, eux qu'il aura dû cacher dans les souterrains, pour leur éviter de finir sous les balles de ceux de son propre bord, comme tant d'autres. À peine s'il avait obtenu que les fusillades aient lieu hors de la cour, de peur qu'en visant une poitrine on érafle une statue. Est-ce que tu aurais risqué ta vie pour des inconnus? Est-ce que tu te serais battu? Est-ce que tu aurais tenu ta barricade jusqu'à ce qu'on t'en arrache? Pour qui ou quoi serais-tu morte alors? Pour ta ville? Ton pays? Tes idées? Est-ce que tu aurais pris les armes au nom d'un monde meilleur, ou juste pour venger ta patrie humiliée? Paul Ginistier raconte dans Paris intime en révolution que l'on pouvait croiser à la brasserie Glaser,
à l'angle de la rue Saint-Séverin, une brune encore belle, qui se piquait de n'avoir pas besoin de corset, et qu'on appelait Henriette Tout-le-Monde. On disait qu'elle avait de l'esprit et semblait instruite, mais qu'elle faisait mystère de son passé. On disait qu'elle chantait souvent, riait fort, et offrait volontiers ses faveurs à ceux qui défendaient la ville. Elle leur donnait un moment de plaisir, à condition qu'ils tiennent, et jurent de défendre la commune au prix de leur sang. On raconte que sa propre mort fut héroïque. Tu te demandes si cette femme a vraiment existé, ou si elle ne fut qu'un fantasme, somme toute assez douteux. Il y a 150 ans, aurais-tu été femme du monde ou du demi-monde, fille de joie, grisette, actrice à l'affiche d'une comédie à la mode? Aurais-tu triomphé dans Le Canard à trois becs ou dans Comme elles sont toutes, alors même que le canon résonnait dans la ville? Était-ce moins important, au fond, de jouer la comédie que de se battre? Tu songes à ce qui reste de la commune dans nos mémoires. Des gravures, des chansons, un idéal que nous aimerions croire commun et qui ne l'était pas. Tu penses à cet ordre qui est revenu et qui revient encore. Tu penses avec dégoût à certains de ceux qui aujourd'hui osent se réclamer de ces luttes. Ta gorge est irritée de la poussière des archives, de ce qu'elles révèlent parfois de triste et de laid. Les petits jeux de pouvoir dans l'ombre des grandes causes, le cynisme des uns et la lâcheté des autres, les lettres de délation. Je viens vous faire connaître des hommes assez lâches pour se soustraire au service de la garde nationale. Ce traître porte le bras en écharpe par pure fantaisie, et sa femme fait semblant de pleurer en parlant de lui. Ci-dessous, quelques renseignements que je crois devoir, dans l'intérêt de la cause parisienne. Elle a pris à faire des vêtements de garde nationale et n'a pas rendu les fournitures. C'est un réactionnaire qui a des armes chez lui, vous le trouverez. Tu tournes dans la rue Gay-Lussac, avec la vague idée d'aller prendre un verre avec des amis sur la butte aux cailles. Manger, peut-être, au temps des cerises, où l'on t'a raconté pour la première fois la commune. Tu devais avoir 13 ans. C'était une belle histoire. Tu n'en vois plus ce matin que la réalité rugueuse. Les paroles du temps des cerises, dont tu viens d'apprendre qu'elles avaient été écrites avant la commune et non pour elle, encore un mythe foutu, font place dans ta mémoire à celle de la balade des pendus. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. François Villon déboule du Moyen-Âge pour te redonner foi dans la commune. C'est tout de même un comble, mais tu en as besoin. La commune a pu n'être qu'un rêve, mais ce rêve n'est pas mort sans féconder d'autres rêves. Il y aurait encore beaucoup à écrémer dans la population parisienne, concluait sobrement le 7 juillet 1871 le commissaire spécial de police de l'état-major. Qui aurais-tu été, toi? Et surtout demain, qui seras-tu? De quel côté de la barricade? Paris, été 2020.